Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le transfert des données personnelles vers les États-Unis. J'espère que tout le monde m'entend bien. Comme on est très nombreux ce matin, et je pense que certains d'entre vous ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet d'avocats de 35 personnes environ, qui compte aussi une équipe dédiée de 5 personnes sur l'IP, l'IT et la data protection. Et nous avons préparé ce webinaire en collaboration avec nos partenaires et nos confrères de réseaux internationaux, notamment américains, que nous remercions beaucoup pour ce webinaire ce matin. Donc ce matin, le webinaire sera présenté par Maître Renaud Lesqueren et Maître Cuche. Un petit point sur l'outil Livestorm. Vous verrez que dans le haut et à droite de votre écran, vous avez un onglet chat donc qui vous permet d'interagir pendant le webinaire et aussi de poser des questions si vous en avez. Donc pour information, il n'y a que votre prénom qui apparaît pour les autres participants, les autres utilisateurs. Et les intervenants ce matin répondront à toutes vos éventuelles questions à la fin de la présentation. Aussi, nous mettrons les slides de la présentation de ce matin à disposition pour ceux qui le souhaitent. Et pour les avocats, s'il y en a qui participent à ce webinaire ce matin, nous rappelons que DSM Avocat à la Cour est agréé par le barreau luxembourgeois. Et donc, nous pouvons délivrer des certificats de participation dans le cadre de la formation continue. Et je pense que j'ai tout dit. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Lesqueren et à Maître Cuche. Très bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de présenter ce webinaire. Le sujet manifestement passionne. Il y a plus de 300 inscrits, donc c'est largement plus que ce qu'on a l'habitude de voir. On est tout à fait ravis de ça. On va essayer d'apporter un certain nombre d'éclaircissements sur les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques ou les fausses bonnes idées, comme on les a appelées dans ce webinaire. Comme vient de le dire à l'instant Alison, on remercie nos collaborateurs et nos confrères également de cabinets américains, notamment qui nous ont donné beaucoup d'input sur le volet américain. Et c'est quelque chose qui est très utile dans une matière comme celle-là. Donc je propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Alors, petit travers d'avocat, on commence toujours par les définitions. La plus importante ici, c'est celle d'un transfert de données à caractère personnel. La CNIL précise ici qu'il s'agit de toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitée dans un pays tiers à l'Union européenne. On peut rajouter ici les pays membres de l'espace économique européen, donc le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, sur le territoire desquels le RGPD s'applique également en vertu d'une décision du comité mixte. Donc, toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitée. Donc, la notion de traitement est aussi essentielle ici. On vous rappelle qu'il s'agit d'une définition très large puisqu'elle vise toute opération automatisée ou non réalisée pendant tout le cycle de vie des données, c'est-à-dire de leur collecte à leur destruction en passant par leur stockage, par exemple. Alors, depuis des années, enfin maintenant la question est à peu près réglée, mais je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, puis il y a une dizaine d'années, se posait la question de l'accès des données. Est-ce que le fait d'accéder à des données qui étaient stockées en Union européenne constituait un transfert de données ou non? Aujourd'hui, la réponse, enfin, le débat s'est largement apaisé. À partir du moment où vous pouvez consulter les données gérer les données depuis un territoire en dehors de l'Union européenne, eh bien, il s'agit, enfin, ou même de votre propre pays, il s'agit bien d'un transfert. Donc, pour ce qui est des États-Unis plus particulièrement, mais au sens large, de tout transfert vers des pays qui ne sont pas votre pays de résidence, on va voir les différentes possibilités. Il faut garder à l'esprit, effectivement, que ces règles vont s'appliquer, que le simple accès, les backups, souvent on a du cloud, mais est-ce que les backups du cloud sont conservés sur le territoire européen ou non? Eh bien, ce sont ces éléments dont il faut avoir conscience, qu'il faut vérifier, et chaque fois qu'on se situe sur un territoire en dehors de l'espace économique européen, eh bien, il va falloir appliquer des règles spécifiques, même s'il ne s'agit que d'une consultation.
Donc, les règles applicables au transfert figurent au chapitre 5 du RGPD et on constate qu'il s'agit d'un raisonnement par étapes. Donc, au départ, on a l'Union européenne ou l'espace économique européen pour lesquels, comme on vient de le voir, les transferts sont libres. Ensuite, on a les pays couverts par une décision d'adéquation adoptée par la Commission. Là aussi, les transferts sont libres. Et ensuite, on a tout le reste. Les pays vers lesquels il va falloir mettre en place ou documenter des hypothèses spécifiques. Cette distinction, elle est particulièrement importante, alors qu'on vous le rappelle, les décisions d'adéquation sont opposables aux autorités de contrôle, alors que les mesures mises en place, les règles d'entreprise contraignantes ou les hypothèses dérogatoires auxquelles vous pourrez avoir recours n'empêchent pas les autorités de contrôle de pouvoir prononcer des sanctions, comme la suspension ou l'interdiction du traitement. Donc, si on reprend, première étape, Union européenne, espace économique européen, les transferts sont libres. Ensuite, vous avez les décisions d'adéquation, dont la liste des pays concernés apparaît maintenant à l'écran. C'est ici qu'ont trouvé les États-Unis, en tout cas pour les entreprises ayant adhéré au Privacy Shield. Ici aussi, les transferts sont libres. Alors, sur les pays, les transferts vers les pays tiers, il y a différentes bases légales. Donc, on vous a repris les articles principaux, que sont l'article 46, 47 et 49 du RGPD. Alors, c'est dans l'article 46 qu'on trouve les fameuses clauses contractuelles type qui sont largement utilisées. Alors, elles sont tellement utilisées que ça fait dire à certains auteurs que ce sont des sortes de fake, dans la mesure où les différents participants les signent, mais qu'en réalité, personne ne vérifie derrière si elles sont effectivement mises en place et si toutes les garanties qui y apparaissent, qui ont été âprement discutées au sein des institutions européennes, sont effectives ou ne le sont pas. Et en pratique, on n'a pas d'exemple de décision qui viendrait remettre en cause l'effectivité des déclarations qui sont dans ces fameuses clauses contractuelles type. Pour autant, c'est aujourd'hui un des outils les plus utilisés pour réaliser des transferts hors de l'Union européenne. Viennent ensuite les règles contraignantes, les BCR. En pratique, c'est très lourd à mettre en œuvre. Il faut déterminer une autorité qui sera compétente et qui va valider le texte qui aura été écrit par le groupe d'entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. À Luxembourg, il y a peu d'exemples. Je crois qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui ont fait la démarche. Pour le reste, c'est vrai que ce sont des pratiques tellement lourdes qu'elles sont bien souvent mises de côté. Et le troisième point, on y reviendra plus tard quand on abordera plus précisément la question des transferts US, c'est le fameux article 49 qui est un article qui est dérogatoire aux autres solutions et qui doit donc rester l'exception. On va détailler un petit peu ça tout à l'heure, mais il faut bien garder à l'esprit que les fameuses dérogations de l'article 49 doivent être utilisées à titre exceptionnel. Et c'est là où finalement, on va regarder si on peut ou non les utiliser dans le cadre des transferts US. Alors, aujourd'hui, la situation est assez compliquée pour 2 pays. Premièrement, les USA, puisque, et comme l'a précisé Héloïse, là, aujourd'hui, on parle simplement des entreprises qui ont adhéré au Privacy Shield, c'est à peu près 5400 entités au dernier recensement. Donc, celles-ci ne peuvent plus réaliser les transferts sur cette base, donc il va falloir utiliser d'autres bases légales. Mais on va voir que la décision de l'arrêt Schrems 2 va plus loin que la simple annulation du Privacy Shield. Le deuxième volet, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est le sort du Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni sera dans un pays couvert par une décision d'adéquation ? Auquel cas, cela nécessiterait un accord entre les institutions européennes et le Royaume-Uni. Ou alors, s'il n'y a pas d'accord, tout simplement, ça deviendra un pays tiers et il faudra réfléchir à mettre en place les solutions qu'on a déjà évoquées, donc mesures particulières, clauses contractuelles type, BCR, ou le cas échéant, dans les cas exceptionnels, les dérogations. Donc, revenons sur ce qui nous intéresse ici, les États-Unis, et en particulier la décision Schrems 2. La problématique est simple. Facebook Ireland transfère des données personnelles vers ses serveurs situés aux États-Unis. Monsieur Schrems constate qu'en raison de la législation américaine, et notamment suite aux informations révélées par Wikileaks, que ces données personnelles ne sont plus protégées de manière adéquate. C'est intéressant ici de voir tout l'historique. Monsieur Schrems, avec son association NIOB, n'en est pas à son coup d'essai.
l'adéquation du Safe Harbor, mécanisme d'autocertification précédant le Privacy Shield, avait déjà été invalidé suite à un recours qu'il avait initié après les révélations faites par Snowden. Et on retrouve les mêmes problématiques que dans la décision de la CJUE, à savoir l'ingérence des autorités américaines. Suite à cela, comme aujourd'hui, les autorités de contrôle ont travaillé de concert. Dans un communiqué de presse, le groupe 29 a d'ailleurs appelé les institutions et les autorités à trouver une solution dans un délai de 3 mois et a souligné la validité des clauses contractuelles types et des règles d'entreprise contraignantes. Et un consensus a justement été trouvé dans ce délai. Très très rapidement après l'arrêt Schrems 1, puisque ça s'est situé en 8-9 mois, un nouvel accord a été signé entre l'Europe et les États-Unis qui s'est appelé Privacy Shield. De la même manière, immédiatement, il y a eu des commentaires négatifs sur cet accord en faisant état du fait que les points qui avaient été soulevés par l'arrêt Schrems 1 n'avaient pas été réglés dans le Privacy Shield. Il y a même eu des commentaires de cet ordre qui ont été émis par le European Data Protection Board, qui constatait peut-être un certain nombre de lacunes dans cet accord. Et Monsieur Schrems, via son association, a engagé un nouveau recours contre cet accord, qui a abouti assez tard par la suite, donc en 2020, à la décision qui a été rendue, l'arrêt Schrems 2. Mais tout d'abord, le Privacy Shield a apporté une évolution intéressante par rapport à ce qui existait dans le Safe Harbor, qui était la distinction entre les transferts de données HR et non-HR. Et je pense que parmi l'auditoire, il est possible que certains n'aient jamais regardé en détail ces questions. En réalité, une entreprise ayant adhéré au Privacy Shield n'a pas forcément le blanc-seing pour transférer tout type de données, puisqu'il faut opter entre ces deux distinctions, HR, non-HR, ou les deux. Et ça, c'est un point que chaque entité adhérente va renseigner, et le Privacy Shield dispose d'un site internet sur lequel on peut consulter ces choix. Il y a eu donc l'arrêt Schrems 2 le 16 juillet 2020 qui a, d'une certaine manière, été un coup de tonnerre dans le paysage de l'été 2020, année Covid, mais qui en même temps fait suite à une série de décisions, on en reparlera, mais qui fait suite à une série de décisions de la CJUE qui finalement nous fait penser que cette décision est quelque part dans la droite ligne. Pour autant, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, non seulement cet arrêt va invalider le Privacy Shield, ce qui est un point fort, mais en plus il va imposer des règles qui, par la suite, vont s'appliquer à tous les systèmes qu'on peut utiliser pour justifier, autoriser des transferts vers les pays tiers. Et donc, ça va s'appliquer au BCR, aux clauses contractuelles type, etc. Et c'est là où cette décision, à terme, crée des difficultés supplémentaires et impose des contraintes supplémentaires qu'on verra. Donc, suite à cet arrêt, immédiatement, oui, peut-être effectivement les causes de cet arrêt, elles sont relativement similaires à celles de l'arrêt Schrems 1, mais encore une fois vont plus loin. Premièrement, les limitations et garanties nécessaires ne sont pas remplies au regard des règles applicables en Europe, notamment de la Charte des droits de l'homme. Le médiateur du Privacy Shield qui est mis en place ne correspond pas à un recours effectif dans la mesure où ça n'est pas assimilable à un tribunal et les décisions ne sont pas contraignantes. Il n'y a pas non plus de voie de recours. Le principe de proportionnalité, nécessité, garantie contre les risques d'abus n'est pas respecté. Il y a, et c'est un point très important, un certain nombre de règles juridiques aux États-Unis qui autorisent la surveillance de masse dans un certain nombre de cas. Et finalement, il n'y a pas de ciblage ou de limitation à l'habilitation d'accès. Et donc, tous ces éléments ont abouti à la décision de la Cour qui a invalidé cet arrêt. Donc, l'arrêt est arrivé à une conclusion de dire, parce que c'était ça le premier point qu'il y avait eu dans l'arrêt Schrems 1, est-ce qu'il y a un vide juridique pour faire des transferts vers les États-Unis? Et là, de manière assez surprenante, la CJCE a répondu non.
Non, parce qu'il y a les dispositions dérogatoires de l'article 49. Celles dont on a déjà parlé, celles qui ne doivent être utilisées que de manière dérogatoire, que pour des cas exceptionnels. Et il y a un certain nombre de directives de European Data Protection Board qui ont déjà été émises dans le passé, qui sont donc toujours applicables et consultables. Suite à cet arrêt, l'association de M. Schrems a déposé un certain nombre de plaintes, a engagé des travaux. Donc, à Luxembourg, il y a 3 entités qui sont visées par ces plaintes. Et donc, tant les institutions européennes que l'association ANIOB travaillent sur ces plaintes. Le fond de cette plainte consiste simplement à dire, malgré l'arrêt Schrems 2, ces entités continueraient à transférer des données via leurs utilisations des outils Facebook et Google vers les États-Unis. Alors, il y a, pour déterminer si les entreprises sont ou non impactées par cette décision, il y a différentes FAQ qui ont été émises. Il y a une FAQ de l'IDPB, qui pose un certain nombre de questions et qui permettent aux entreprises de faire une sorte d'auto-évaluation de leur situation. Il y a également un questionnaire qui a été mis en place par l'association NIOB. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de permettre d'un côté aux entreprises de s'auto-évaluer et ensuite, au niveau des institutions, d'examiner les plaintes et d'émettre des recommandations. Parce que l'une des conclusions de cet arrêt est de dire, premièrement, cet arrêt est effectif aujourd'hui, il n'y a pas de période transitoire. Dans l'arrêt Schrems 1, le groupe 29 à l'époque avait parlé et avait explicitement écrit qu'il y avait une période transitoire. Ici, il n'y en a pas. Donc, dès la décision rendue, eh bien, il faut cesser les transferts, sauf si on a d'autres moyens juridiques, techniques qu'on va aborder pour pouvoir garantir le respect du RGPD dans le cadre de ces transferts. Alors, plusieurs idées ont été émises, dont un certain nombre que nous considérons comme de fausses bonnes idées. C'est tout le problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire pour éviter les situations où on pourrait se retrouver face à des sanctions ou des interdictions de poursuivre les transferts. Déjà, dire que les clauses contractuelles type, elles suffisent, alors que le texte du RGPD prévoit expressément que ça ne fonctionne qu'à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives, ça ne peut pas fonctionner. Le niveau de protection, il doit être évalué par rapport aux stipulations contractuelles et aux éléments juridiques de l'importateur de données. Vous pouvez vous aider d'un certain nombre d'outils, par exemple la CNIL qui a publié une carte avec les références des autorités de contrôle s'il y en a, l'existence d'une législation sur la protection des données dans les pays tiers concernés. Vous avez aussi des ouvrages qui référencent le cadre juridique en matière de protection des données. Donc ici, vous pouvez piocher un petit peu partout pour construire votre propre analyse. Alors, un élément qui est quand même tout à fait simple à comprendre pour les juristes et que je vais expliquer pour les non-juristes, c'est que le fonctionnement du droit est régi par une hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'en haut de cette pyramide, il y a les normes qui s'imposent à toutes les autres qui sont en bas. Donc, plus vous montez, plus c'est applicable, plus vous êtes en bas, moins c'est applicable. Tout en haut, il y a la Constitution des États, ensuite il y a les traités internationaux, ensuite il y a la loi, les règlements, et tout en bas, il y a le contractuel. Les clauses contractuelles type, ce sont des contrats. Les binding corporate rules, ce sont des contrats. Donc, on voit bien en regardant cette pyramide que si les États-Unis ont un certain nombre de lois qui sont directement contraires aux règles acceptables en Europe, et c'est ce que nous a dit la décision Schrems 2, eh bien, on ne pourra pas, par des voies contractuelles, aller contre ces décisions. Donc, que vous utilisiez des clauses contractuelles type ou qu'on utilise des BCR, on a toujours le même problème de l'accès réel à des voies de recours, de la proportionnalité, de la surveillance de masse. Et donc, nous sommes d'avis que prises séparément et individuellement, ni les standards contractuels clauses ni les BCR ne peuvent résoudre ce problème.
Autre écueil à éviter, modifier les clauses contractuelles type. Ça aussi, on a pu le voir sur des sites internet. Les clauses contractuelles type ne peuvent pas être modifiées sans approbation d'une autorité de contrôle. Si vous voulez le faire, il faudra payer une redevance. À Luxembourg, par exemple, c'est 1 500 €. Toujours à ne pas faire, considérer que les données transmises, elles seraient hors des programmes de surveillance PRISM et Upstream, qui sont visés d'ailleurs dans la décision Schrems 2. Se baser sur des BCR existantes sans tirer les conséquences de la décision Schrems 2 et bien entendu ne rien faire. Alors maintenant, ce qui intéresse, je pense, le plus les gens, quelles solutions complémentaires peuvent être mises en œuvre? Je rappelle que l'arrêt Schrems 2 indique que malgré la décision, on ne se trouve pas dans une situation de vide juridique et selon cet arrêt, eh bien, on est capable aujourd'hui de transférer vers les États-Unis avec des moyens complémentaires qui doivent être mis en œuvre. Donc, la question que tout le monde se pose, c'est quels sont les moyens complémentaires qu'on peut utiliser. On n'a pas la prétention de pouvoir apporter une solution absolue à toutes les situations, mais on va donner des guidances qui résultent des travaux que nous, on a menés pour nos clients en collaboration avec des cabinets américains qui ont les mêmes problématiques que nous. Première chose qu'on a pu constater, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne disposent pas d'un listing, d'un inventaire, des traitements qui sont régis par le Privacy Shield et de leurs partenaires qui ont adhéré au Privacy Shield. Donc la première étape, qui paraît peut-être un peu fastidieuse ou en tout cas loin de trouver une solution, mais il faut commencer par là, c'est de faire un état des lieux, c'est de déterminer dans quelles hypothèses on est confronté à ça, de manière précise. Ensuite, il faut garder à l'esprit, et ça c'est quelque chose qui nous a été rappelé à plusieurs reprises par nos confrères américains, les sociétés qui ont adhéré au Privacy Shield doivent maintenir les règles auxquelles elles ont adhéré. Le Privacy Shield américain existe toujours. Et donc ces sociétés, même si l'arrêt Schrems 2 en invalide les effets au niveau européen, eh bien ces sociétés restent liées par ces règles. Et donc il faut en tenir compte dans la rédaction des différents documents légaux. Alors, là où le premier travail de conséquent qui doit être mené intervient, c'est une analyse des risques. Il est clair que les entreprises, dans cette situation, doivent réaliser une analyse des risques. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Il y a un certain nombre de choses qui existent. Il y a un questionnaire qui a été mis en ligne par l'association de Monsieur Schrems, qui est bien fait, mais qui, de notre point de vue, ne va pas assez loin dans ce qu'il est nécessaire d'évaluer. Alors, ici, on donne quelques exemples, mais il faut que vos partenaires puissent vous dire est-ce qu'ils ont été contrôlés? Est-ce qu'il y a eu des demandes d'accès des autorités américaines dans les périodes, au minimum, dans les 5 ans précédents? Alors, ces déclarations, elles ont le mérite d'exister. Ce qu'on peut opposer, ce qu'on oppose souvent à ce genre de déclaration unilatérale, c'est qu'il y a des hypothèses dans la loi américaine qui imposent aux sociétés qui sont contrôlées ou qui transmettent des données ou qui donnent accès à certaines données de maintenir la confidentialité de ces accès. Donc, quand bien même une société déclarerait qu'elle n'a eu aucune demande, on ne peut pas en être complètement sûr. Mais pour autant, au moins, elle l'aura dit et ça donne du confort pour sa contrepartie européenne. Ensuite, il va falloir être capable de déterminer si l'entreprise, en tant qu'entité, son activité, a un intérêt en termes de sécurité, en termes de stratégie nationale pour les États-Unis. Si on est en train de parler d'un vendeur de donuts, on peut légitimement inscrire dans une analyse de risque que la liste des clients qui achèteront des donuts en Europe à cette société américaine n'aura peut-être pas un grand impact sur la sécurité nationale et qu'à ce titre, les demandes d'accès, etc., semblent quelque chose de très théorique. Ensuite, est-ce que les autorités peuvent être intéressées par les personnes concernées? Donc, est-ce que les clients, est-ce que les personnes dont on va transférer les données peuvent avoir un intérêt pour la sécurité nationale? Si on est en train de déterminer, de transférer aux États-Unis les données de géolocalisation d'un agent secret britannique ou d'un agent secret luxembourgeois ou allemand ou français, je pense que ça a peut-être plus d'intérêt
pour les services de sécurité américains que les données de géolocalisation de Renaud Lescaren, qui va aller travailler à son bureau depuis son domicile la plupart du temps. Donc, est-ce que dans J'ai l'impression qu'on vient de perdre Renaud. Et donc, ce qu'il était en train d'expliquer, c'était que toutes ces questions-là, il va falloir les vérifier. Et donc, vous allez pouvoir préparer un questionnaire, le transmettre à vos partenaires pour savoir si vous êtes dans le viseur en fait, des autorités américaines pour pouvoir évaluer derrière le risque. C'est toujours la même logique qu'on retrouve dans le RGPD. Est-ce que vous êtes une entité à risque? Est-ce que vous traitez des données à caractère personnel dont la divulgation pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes au niveau de l'intrusion dans la vie privée? C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir étudier. Donc, quand vous aurez réalisé cette analyse de risque en déterminant, en fonction de tous ces critères, vous devrez prendre position et dire, voilà, est-ce que nous, on est effectivement impacté par notamment ces réglementations sur l'accès aux communications de masse. Une autre solution. Ici, donc ce sera la signature de clauses contractuelles type accompagnée d'un accord relatif à la protection des données. Et oui, on ne peut pas modifier les clauses contractuelles type, comme on vient de le dire, mais on peut les compléter par un contrat ad hoc ou modifier les clauses de votre contrat au sens de l'article 28, par exemple, le fameux contrat qu'on signe avec ses sous-traitants. Et ça va vous permettre de tirer les conséquences de la décision Schrems 2. Alors, attention ici, on a des clauses entre un responsable du traitement situé dans l'espace économique européen et un responsable du traitement hors espace économique européen. Et on a des clauses entre un responsable du traitement situé dans l'espace économique européen et un sous-traitant hors espace économique européen. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les sous-traitants ultérieurs? La réponse, elle se trouve dans le considérant 23 de la décision 2010. Donc, pour les clauses avec les sous-traitants, on va pouvoir utiliser celle-ci à partir du moment où toute la chaîne de sous-traitance est située hors espace économique européen. Et là, le sous-traitant ultérieur va simplement contresigner les clauses contractuelles type avec le responsable du traitement et le sous-traitant. Si le sous-traitant est situé dans l'espace économique européen et le sous-traitant ultérieur hors espace économique européen, les clauses ne pourront pas être utilisées. C'est logique. Elles font référence aux notions d'importateur des données et d'exportateur de données. Dans cette situation, l'importateur de données, ce serait plus le sous-traitant, mais le sous-traitant ultérieur. Alors, une toute petite réserve ici, on ne peut pas utiliser ces clauses, sauf si les États membres décident qu'elles octroient une protection suffisante. C'est une autre possibilité auquel le groupe 29 faisait expressément référence dans ses lignes directrices. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas utiliser les clauses contractuelles type dans cette situation? Vous avez trois possibilités. Soit vous signez les clauses contractuelles type entre le responsable du traitement et le sous-traitant ultérieur, qui devient alors l'importateur des données, au sens des clauses contractuelles type. Vous confiez un mandat au sous-traitant pour signer les clauses contractuelles type au nom et pour le compte du responsable du traitement avec le sous-traitant ultérieur. Ou alors, vous signez un contrat ad hoc en passant par la case redevance à payer à l'autorité de contrôle. Donc, comme je le disais avant, à Luxembourg, c'est 1 500 €. Alors, il y a également la possibilité d'utiliser les dérogations de l'article 49 qu'on a déjà évoqué. Donc, je rappelle qu'il est clair et des considérants du RGDP et des différents travaux, notamment de l'IDPB, que cet article 49 constitue une dérogation, c'est-à-dire que quand les autres moyens, les autres bases du traitement ne sont pas applicables, pas possibles, eh bien, on peut se référer à cet article 49, mais néanmoins, ça doit être une exception. Il y a dans cet article 49 un certain nombre d'options qui sont ouvertes, l'intérêt légitime qui est très difficile, en l'occurrence compte tenu des directives de l'IPBB, très difficile à mettre en œuvre pour des entreprises privées. Mais il y en a une qui est très intéressante qui est le consentement. Donc le consentement, tout le monde va se précipiter là-dessus en disant nous on va essayer d'obtenir le consentement. Alors à noter
qu'il faut que ce soit un consentement individuel et que ce consentement va devoir remplir l'intégralité des obligations du consentement libre et éclairé du RGPD. Et donc, il va falloir que l'entreprise qui veut baser un transfert vers les États-Unis puisse, sur cette base, puisse obtenir de chaque personne concernée la confirmation et l'accord de manière libre et éclairée, complet, et notamment il faudra certainement écrire que le transfert se faisant vers les États-Unis ne remplissent pas les critères pour être considérés comme un état sûr au niveau de la protection des données. Donc c'est quelque chose qui semble assez compliqué à obtenir. Je rappelle que cet article sera d'interprétation stricte. Pour autant, c'est une base qu'il est possible d'envisager dans le respect évidemment des lignes directrices qui ont été émises. Alors, une fois qu'on en est là, il va falloir évidemment mettre à jour la privacy policy. Et là, un point important, c'est qu'il faudra distinguer les traitements avant Schrems 2 et les traitements après Schrems 2, pour autant qu'ils aient avant été basés sur le Privacy Shield. Jusqu'à présent, les traitements avant Schrems 2 étaient valides sur cette base. Et donc, il ne va pas falloir jeter l'ensemble de la documentation légale et ne plus du tout y faire référence. Il y a un effet temporel. Il faudra tenir compte de cet effet temporel dans la rédaction des documents. Un point très important qui est censé répondre à la problématique de l'accès du contrôle de masse sur les données par certains textes américains, c'est d'essayer de trouver une solution technique pour empêcher les autorités américaines d'y accéder. Alors, il y a deux débats aujourd'hui qui sont ouverts là-dessus. C'est l'encryption end-to-end, c'est-à-dire que seul l'expéditeur et seul le récepteur des données sont capables de les lire. Et entre les deux, on peut les intercepter, mais on n'arrivera pas à les décoder. Alors, il y a régulièrement dans la presse des affaires dans lesquelles Apple se fait poursuivre parce qu'il refuse de donner l'accès. Il y a des outils du type WhatsApp qui sont censés utiliser ce système d'encryption end-to-end. Une autre solution, c'est la pseudonymisation, mais avec une table de correspondance qui serait conservée en Europe. C'est-à-dire qu'on envoie des données pseudonymisées aux États-Unis, mais on ne leur communiquera pas la table de correspondance. De sorte que si les données sont capturés, accédés par les autorités, bien, ils n'auront pas de données personnelles en tant que telles, n'ayant pas accès à la table de correspondance. Donc l'idée, c'est de trouver une solution technique pour bloquer les autorités US. Maintenant, il y a aussi un certain nombre de règles US qui sont applicables, et notamment les règles d'encryption et de degré d'encryption est réglementée par la loi. Et si vous encryptez trop fort, il y a certaines lois qui pourraient venir considérer que vous êtes complice d'actes de terrorisme parce que c'est une manière d'essayer justement de bloquer des législations permettant l'accès aux autorités. Donc les notions d'encryption, c'est également quelque chose d'assez complexe en droit américain auquel il faut être vigilant. On ne peut pas tout faire. Dernier point, bien, si on est dans une situation où on n'a pas ou peu de solutions, il va falloir informer les autorités de contrôle. Parce que ce qui est absolument remarquable et tout à fait paradoxal dans la décision Schrems 2, c'est que jusqu'à présent, on considérait que c'était aux institutions et aux États de déterminer qui étaient les pays avec lesquels on pouvait transférer des données, communiquer, qui avaient un état juridique qui correspondait aux normes européennes. L'arrêt Schrems 2 a dit, ben non, maintenant on arrête de demander aux États de le faire, c'est chaque entité individuelle qui va devoir faire son propre assessment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque entité va devoir évaluer de son propre chef si l'État dans lequel elle envisage d'envoyer les données, et ça indépendamment du Privacy Shield, que ce soit basé sur des BCR, des standards contractuels clauses ou autres, c'est la même chose, si cet État est capable de remplir et de respecter les règles de l'Union européenne. C'est là où l'arrêt Schrems est particulièrement surprenant. Alors, pour conclure, toujours dans la droite lignée de ce qu'on vient de dire, encore une fois,
l'arrêt Schrems n'est pas une surprise, il est la suite d'une évolution et d'un certain nombre de décisions tout à fait logiques, cohérentes, qui ont eu dans le passé. En 2006, il y avait eu l'annulation du Passenger Name Record. En 2014, il y avait eu l'arrêt Digital Rights Ireland. 2015, Schrems 1. 2016, la décision Télé 2, Tom Watson. Donc, c'est des choses qu'on connaît et qui vont toujours dans la même direction. La décision aujourd'hui, Schrems 2, moi, me semble particulièrement surprenante parce que jusqu'à maintenant, on disait c'est aux États de déterminer les règles entre elles. Donc, eh bien, c'était aux États et au travers de l'Union européenne, à chacun des États européens, de dire si les règles avec les États-Unis fonctionnaient ou pas. Tant Safe Harbor que Privacy Shield ont été qualifiés par certains auteurs d'accords Potemkin, c'est-à-dire d'accords de façade qui en réalité ne remplissent pas les objectifs requis. Donc la question va être de déterminer si oui ou non un nouvel accord sera possible de trouver, parce que clairement aujourd'hui faire reposer l'analyse individuelle de tout le corpus juridique d'un État sur des entités, alors même que l'Union européenne et les États, avec un nombre incroyable de juristes extrêmement qualifiés, n'ont pas réussi, puisqu'ils ont signé des accords qui ont été 2 fois invalidés. Donc, l'Union européenne n'a pas été capable de faire cet exercice correctement. Et aujourd'hui, l'arrêt Schrems 2 demande aux entreprises de le faire individuellement, au cas par cas, tant pour les États-Unis que pour l'ensemble des autres pays au monde. Donc ça, c'est quelque chose dont on va voir comment ce sera traité par les autorités de protection des données, premièrement, et ensuite par les tribunaux, quand ça se retrouvera devant les tribunaux. Donc, voilà, je vous remercie de cette participation. Héloïse, peut-être un dernier mot ? Oui, alors j'ai juste relevé quelques questions à l'intérieur du chat. Donc la première, c'était donc si un simple accès à des données à caractère personnel est un transfert, est-ce qu'il faut mettre en place des clauses contractuelles type ? Eh bien, l'accès, de manière générale, le management ne pose pas de débat. L'accès qui permet par la suite de faire quelque chose, et en général, quand vous avez accès, ça a un sens, c'est effectivement à considérer dans une approche prudente comme un transfert de données. Et donc, il va falloir remplir les règles du transfert qui peuvent être, enfin, on les a vues, mais notamment les clauses contractuelles type. Autre question, est-ce que les données pseudonymisées entrent dans la législation des données encryptées ? Alors, ce sont 2 choses complètement différentes. L'encryption, c'est une modalité de brouillage, disons, des données. Pour autant, une donnée encryptée reste une donnée personnelle puisqu'elle peut être décryptée. La pseudonymisation, c'est une forme d'encryption en quelque sorte, puisque c'est un moyen également de brouiller une donnée en supprimant les données personnelles, mais quelque part il y a une table de conversion et donc on peut remettre un nom sur ces données. Donc ce sont des données qui restent dans les 2 cas des données personnelles. Dernière question. Comme Office 365 et Google Apps transfèrent des données personnelles vers les États-Unis, est-ce que c'est encore légal de passer par ces outils, de les utiliser ? Eh bien, la réponse immédiate, c'est si le transfert est basé sur Privacy Shield, non. Donc, il faut qu'on soit capable de baser le transfert sur d'autres éléments. Et nous, notre approche qui est toujours pragmatique chez DSM a été, avec l'accord de nos clients, puisque ultimement c'est eux qui prennent la décision et le risque, a été de mettre en place des éléments complémentaires, donc avec ce fameux risk assessment, avec toute une série de points qui aboutissent à considérer que le risque d'accès par les autorités américaines est grand ou pas grand, à essayer de mettre en place des mesures de réponse qui vont pallier aux déficits, aux éléments négatifs qui ont été soulevés, notamment l'effet du médiateur Privacy Shield qui a été remis en cause, et donc ultimement de modifier les contrats en ce sens. Mais si vous n'avez pas tous ces éléments dans votre entreprise et que vous continuez à dire je transfère, j'utilise ces outils basés sur le Privacy Shield uniquement, eh bien vous êtes en faute. Et c'est d'ailleurs l'objet des 101 recours qui ont été faits par l'association NIOB. Vous avez dû le voir aussi. Ici, on est sur des transferts entre 2 responsables du traitement.
Donc, on peut mettre en place des clauses contractuelles types. C'est ce qu'ont fait Facebook, c'est ce qu'ont fait Google. Ils ont publié là-dessus tout de suite après l'arrêt de la CJIE. Par contre, il faut mettre en place des choses complémentaires. Il faut mettre en place des garanties complémentaires. Et c'est là-dessus que la task force de l'EDPB est en train de réfléchir aujourd'hui. Ils espèrent assez rapidement pouvoir proposer donc une liste de garanties complémentaires en plus des clauses contractuelles types que vous pourriez signer avec vos partenaires pour assurer la protection des données personnelles dans le cadre de ces transferts de données. Alors, je vois une remarque qui dit les données encryptées sont par définition hors scope du RGPD. Non, à partir du moment où on peut les décrypter, ce sont des données personnelles, elles restent des données personnelles. Simplement, pendant la période où elles sont encryptées, eh bien, en principe, elles ne sont pas accessibles par des tiers. Mais une donnée encryptée, c'est un élément technique de protection des données personnelles, mais ça reste bien évidemment à l'intérieur du périmètre du RGPD. Donc, vous pouvez encrypter vos données. Ça ne vous rend pas en dehors du RGPD, ça ne vous autorise pas à transférer vers les US. C'est une donnée technique qui garantit une sécurité supplémentaire dans le cadre d'un traitement, pour autant que ce traitement soit par ailleurs légitime et légal. Il faut faire la distinction entre les données qui sont anonymes et les données qui sont encryptées. Les données anonymes, elles sont hors du RGPD, mais la problématique qu'on a ici, c'est que majoritairement, les partenaires techniques avec lesquels on a pu discuter nous disent que la vraie anonymisation de données personnelles, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est toujours réversible à un moment ou à un autre. Alors, je regarde un peu les échanges qui sont vraiment passionnants et de très bon, très haut niveau. Donc, je vous remercie. Je remercie les participants. Il y a la question de savoir si un certain nombre d'outils, Google, Facebook, etc., notamment Office 365, sont ou non complètement hostés en Europe. Bien, il y a un certain nombre d'outils qui sont hostés en Europe, bien que ce soit des entités américaines. Les limites de ça sont doubles. Premièrement, encore une fois, c'est pas parce que vos données sont hostées en Europe qu'elles ne sont pas accessibles depuis les États-Unis, auquel cas il y a un transfert. Deuxièmement, les entreprises étant américaines, elles sont soumises à la loi américaine et la loi américaine s'applique indépendamment de la localisation des entreprises américaines ou de leur site ou de leur serveur, etc. Donc, un des éléments d'analyse du droit américain aboutit à considérer que Google ayant des serveurs en Europe, les données hostées en Europe doivent quand même être soumises à la loi américaine. Bon. Écoutez, c'est vraiment c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de questions. Maintenant, l'idée de cette présentation, c'était de faire quelque chose d'assez court, d'assez succinct, de présenter brièvement, mais de manière peut-être toujours pragmatique, la situation des transferts vers les États-Unis. On espère qu'on a réussi à vous donner un certain nombre d'éclairages. Si vous avez d'autres questions, on vous invite à nous envoyer un email et on sera ravi de vous répondre par email ou de téléphoner pour discuter quelques minutes, parce que vraiment je suis vraiment très impressionné par la qualité des commentaires. Et par la suite, ce webinaire sera mis à disposition dans une dizaine de jours sur la chaîne YouTube du cabinet DSM. Si vous voulez les slides dans l'intermédiaire, envoyez-nous un email, on sera ravis de vous les communiquer. Et finalement, si vous avez des problématiques, nous on est un cabinet d'avocats, donc on est là pour vous assister, vous aider. Et encore une fois, un immense merci pour votre participation et le grand succès de ce webinaire. Excellente journée à tous. Au revoir.